On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Alors, Mathieu, la Ville de Montréal est intéressée à la vie sexuelle de ses fournisseurs et aussi à la couleur de leur peau. Ouais, ben j'en parlais aussi dans ma chronique ce matin. Moi, ça m'intéresse parce que on nous dit, pour avoir une prospérité inclusive, hein, c'est le terme, il faudra favoriser les fournisseurs issus de la diversité. Alors là, on va traduire ça en français. D'autant, m'a mis sur cette piste l'excellente Isabelle Laporte, qui est sur Twitter, probablement des comptes Twitter les plus intéressants au Québec, dans le camp nationaliste. Et elle dit, bon, on va traduire ça tous ensemble. La diversité, ça veut dire, si vous êtes blanc, vous n'êtes pas dans la diversité. Si vous êtes pas blanc, vous êtes dans la diversité. Donc, le monde est binaire. Hein. Derrière la diversité, il y a une binarité terrible. Blanc, pas blanc. Et, dès lors, s'il faut favoriser les pas blancs, on va logiquement défavoriser les blancs. Mener une politique qui consiste explicitement à favoriser ou défavoriser des gens selon leur couleur de peau, comment on appelle ça? On appelle ça du racisme. Et dans les circonstances, du racisme anti-blanc. Mais la sociologie lysenkiste qui domine les départements universitaires aujourd'hui nous a expliqué que le racisme anti-blanc était une impossibilité théorique. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et ce racisme anti-blanc, ils ont même le culot de l'appeler antiracisme. Donc, c'est par antiracisme qu'on va discriminer contre des gens en fonction de leur couleur de peau. Il y a quelque chose là-dedans d'exceptionnel, c'est orwellien. Et, par ailleurs, parce que ça compte, parce que moi, faut savoir, il y a des gens qui... il y aurait le profil pour avoir le contrat, mais il n'y a pas bonne couleur de peau. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les métis? Moi, ça m'obsède toujours cette question-là. Tu sais, le père était blanc, la mère était sud-américaine. C'est blanc, c'est pas blanc, je sais pas. On les met dans quelle catégorie? Le père était kabyle, la mère était québécoise de souche, on les met dans quelle catégorie? Bon. Et là, il y en a des exemples comme ça. Et on remonte à combien de générations? On remonte à 2 générations, 3 générations, quoi. Oui, et puis, bon, et si on décidait de voir le monde autrement qu'en par une lunette raciale, on se dirait que les Canadiens français, dans l'histoire du Québec, ne sont pas exactement ce qu'on pourrait appeler un groupe dominant. Bon, mais la race est plus importante que la culture puis l'histoire, donc, clac, ils deviennent dominants. Mais là, il y a un autre élément, puis tu as bien fait de le mentionner, c'est la question de la diversité dite sexuelle. Alors là, c'est compliqué, parce que il va donc falloir être capable d'enquêter, je suppose, sur la vie privée des gens pour savoir ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, avec qui et dans quelle position, comme dirait l'autre, pour savoir s'ils sont dignes. Donc, est-ce qu'ils rentrent dans la catégorie diversité, donc non hétéro, ou la catégorie pas diversité, donc hétéro. Donc là, l'État, le père Trudeau, avait voulu chasser l'État des chambres à coucher. Hein, ça en était fait une fierté. Mais là, aujourd'hui, l'État revient avec ses gros sabots dans les chambres à coucher, avec des questionnaires pour savoir, couchez-vous avec Georges ou Georgette? Couchez-vous avec Gaétan ou Gaétane? Et si vous couchez avec les deux, vous êtes dans quelle catégorie? Et si par ailleurs, et là, il y a par ailleurs l'intersectionnalité. Donc, si vous couchez avec, bon, disons par exemple, une femme non-binaire, ça doit valoir plus de points qu'une femme seulement. Si vous couchez avec une femme non-binaire racisée, on reviendra sur le mot racisé un instant, ça doit valoir plus cher qu'une femme non-binaire blanche. Et là, on voit à quel point la logique de l'intersectionnalité est une affaire de fou. Si quand tu avais 7 ans et avec ton meilleur ami, tu étais sous un balcon, à un moment donné, vous avez joué à touche pipi à 7 ans, est-ce que ça compte, ça, pour une expérience bisexuelle? Est-ce que tu peux vendre des pelles à la Ville de Montréal, tu penses? Ça dépend si tu leur produis la chose 15 ans plus tard et si tu lui roulais une pelle aussi durablement. Bon. Oui, il suffit pas de vendre des pelles, il faut rouler des pelles. Et par ailleurs, moi je te dirais, il y a une affaire, le mot racisé qu'on en est vu à utiliser, faut juste comprendre que c'est un mot au cœur du système woke. Hein, parce que qu'est-ce que c'est un racisé? C'est qu'il y aurait un système
normatif occidental qui produirait des minorités raciales, qui les raciserait. Et dès lors, ce seraient des produits. Donc, le racisé est un produit du système discriminatoire raciste occidental. Donc, moi, j'utilise pas cette catégorie-là parce que c'est comme rentrer dans leur logique. Moi, tu sais, les Blancs, ça existe, les Noirs, ça existe, les Arabes, ça existe, les Latinos, ça existe. C'est pas mal, hein. Je veux dire, s'il faut nommer les gens, on va pas les nommer racisés, pas racisés. On va les nommer selon des catégories qui, en plus, ont la vertu de faire apparaître des grands groupes culturels ou civilisationnels. Mais ça me fascine à quel point la Ville de Montréal veut nous enfoncer ce vocabulaire-là dans la bouche, puis à quel point, en fait, quand on achète le mot, on en vient à acheter la chose. Et écoute, ça dit rien sur ton appartenance sociale, la couleur de ta peau. Je connais une fille noire dont le père est chirurgien. Elle fait pas, elle c'est le privilège. Elle est privilégiée, elle, là. Et tu peux être blanc et venir d'un milieu ouvrier. C'est complètement stupide, ça. Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est les obsédés de la race. Les obsédés de la race. Moi, ça me fascine, en fait, ces gens qui décident de fixer dans une catégorie définitive la couleur de peau d'une personne en l'associant avec des catégories sociales, et c'est censé tout dire. Je m'excuse, mais il existe des bourgeois noirs, il existe des pauvres blancs, il existe des racistes blancs, comme il existe des racistes noirs, et il existe des racistes arabes, il existe probablement des racistes asiatiques. Donc, autrement dit, la bêtise humaine est assez également répartie entre les groupes humains, et par ailleurs, la réussite existe dans tous les groupes. Mais puisqu'on a décidé, parce que le propre du racialisme, c'est le grand aplatisseur. Hein, c'est-à-dire, le racialisme dit la sociologie ne compte plus, l'histoire ne compte plus, la langue ne compte plus, la mémoire ne compte plus. Tout ce qui compte, c'est la couleur de peau, telle qu'identifiée par la bureaucratie diversitaire qui distribue des points. Puis il y a des couleurs de peau qui valent plus cher que d'autres ou moins cher que d'autres. Ceux qui en paient le prix aux États-Unis dans la bureaucratie diversitaire, c'est les Asiatiques. Parce qu'on considère qu'ils sont surreprésentés dans certaines universités. Donc là, il faut pas qu'ils soient trop représentés. Donc là, on a une espèce de système de distribution d'allocation de quotas. La Cour suprême, d'ailleurs, a fait péter ça aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on a vu pendant longtemps? On ne jugeait pas les individus selon leur mérite propre. On les traitait comme des quotas. On les traitait comme des quotas à représenter. C'était de la chair à quotas, comme j'aime l'appeler ça. Eh bien, dans cette logique, l'individu disparaît, le mérite disparaît, et on réintroduit une forme de féodalisme ethnique dans la gestion de nos sociétés. Écoute, bien sûr, toi, tu connais Rachel Kahn. J'imagine que tu la connais même personnellement, Rachel Kahn. On a même fait Paris Match ensemble. Oh que oui. C'est vrai. Que oui. C'est on vrai. était tous les deux dans des espèces de couvertes improvisées en carton et on partageait une photo et l'illusion d'un lit le temps d'une photo. C'est vrai, tu étais photographié avec Rachel Kahn qui a écrit un livre. Je conseille aux gens fortement, je vous suggère de le lire. Ça s'intitule Racé. Rachel Kahn, elle est noire et elle dit « Je refuse qu'on m'enferme dans ma race et qu'on dise « Ah, toi, la couleur de ta peau te définit totalement de A à Z. » Elle dit « C'est une prison. Je refuse ça. » Mais c'est un cas, Rachel Kahn, parce qu'elle est métisse, ou métisse tendant vers le noir, comme on dirait aujourd'hui, mais elle est juive aussi. Donc là, c'est ah oui, donc là, elle est juive, elle est noire, elle est française, universaliste, fière de l'Occident. Là, le cerveau intersectionnel de nos amis explose. Boum! Mais ce qui est assez amusant, c'est que des individus comme ça se dérobent. Une personne que je connais bien, qui est chronique, qui est éditorialiste à la télé, à la radio aussi, et qui, selon leurs critères, elle est racisée. Hein? Mais elle a des points de vue qui correspondent pas à la catégorie ethnique qu'on lui prête. Et donc, elle est plus, on pourrait dire, plus à droite qu'à gauche. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, mais tu es traître à ta race. Tu es traître à ta race. Et combien de fois je l'ai entendu ça, où des gens dire, ça c'est quand même pas mal, avec une personne de cette couleur de peau ne devrait pas sortir avec telle autre d'une autre couleur de peau, parce qu'encore une fois, je me rappelle comment s'appelle-t-elle, Anne Lovely Etienne, ça son nom je crois, dans le 24 heures. Elle a écrit ça au moment de l'affaire Floyd. Moi, je pense que ça m'avait marqué. J'en avais parlé dans mon livre La Révolution racialiste. Elle disait que c'est une conversation qui existe dans la communauté noire, nous disait-elle. Moi, ça m'a surpris, je l'apprenais. Et on se demandait, quelqu'un de la communauté noire qui sort avec quelqu'un qui est pas dans la communauté noire, est-ce qu'il trahit son groupe?
Et moi, j'avais cité le passage tellement j'étais étonné. Mais là, je me dis, imaginons si quelqu'un disait un blanc qui sort avec un pas blanc, est-ce qu'il trahit son groupe? On dirait que c'est de la folie, mais c'est de la folie pour tout le monde. Je veux dire, la fonction de l'être humain est pas de conserver une forme d'intégrité raciale à travers les générations. Mais j'espère qu'on a plus de liberté comme individu que ça. Mais c'est une affaire de fou. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais tu vois que c'est une vision extrêmement infantile et simpliste du monde. Ce qui fait, Mathieu Bock-Côté, ton identité, elle est multiple. Veut dire, c'est ta sexualité, c'est tes opinions politiques, c'est ta classe sociale, c'est ta race. C'est très compliqué, mais eux autres voudraient que ce soit un ou deux éléments qui peut définir l'identité d'une personne. Mais ça, tu penses comme ça quand t'as 10 ans, pas quand t'es plus vieux. Puis j'ajouterais qu'une fois qu'on a épuisé tous les critères sociologiques qui forment une personne, il y a une part irréductible de mystère en chacun qui fait en sorte qu'il n'est pas un autre. C'est-à-dire, on pourrait avoir tous les mêmes déterminants sociologiques. En restant, ça donnerait deux personnes très différentes. Mais le système mental dans lequel on évolue aujourd'hui n'est plus capable d'enregistrer la complexité humaine et reproduit la logique de la lutte des classes, mais sur le mode de la lutte des races. Et ça, c'est pris en charge par nos amis de l'administration montréalaise. En tout cas, c'est ça. Là, donc, eux autres vont privilégier maintenant des... Écoute, si j'étais un fournisseur, moi, de la Ville de Montréal, je dirais, ben oui, je suis bisexuel. Bon, oui, correct, mettez ça, écrivez ça sur un document, là. Bon, est-ce que je peux vendre maintenant mes pelles? Ah ben non, justement. On oblige les gens à mentir, littéralement, là. Alors, on a peu de jeu parce que surtout, changer de critères d'identification comme race, c'est pas possible aujourd'hui, parce qu'apparemment, ça serait de l'appropriation culturelle. Mais on peut s'identifier, si on le souhaite, comme non-binaire, potentiellement. Ben et oui. s'il y a des points à gagner dans la non-binarité, déclarons-nous non-binaires au moment de vendre nos pelles à l'administration municipale. On gagnera peut-être quelques points. On a les droits, et pour pas cher à part de ça. Ben c'est ça, tu sais, il y a eu dans l'histoire au Canada, il y a eu des gens qui se sont fait passer pour autochtones. Maclean's a publié un très gros reportage là-dessus parce qu'ils ont vu qu'il y avait des privilèges. Quand tu t'associes des privilèges à certaines affaires, ben les gens vont dire, OK, d'abord, ben moi, je suis autochtone, je vais avoir un privilège. Exactement. Et c'est la logique la société qui institutionnalise des privilèges sur une base ethnique ou sexuelle est une société qui abolit l'individu, et nous y sommes. C'est fou raide. Alors, je le dis toujours, le racisme, lutter contre le racisme, c'est ne pas mettre des bâtons dans les roues des gens sous prétexte que leur couleur de leur peau n'est pas la bonne, mais ce n'est pas de leur donner des privilèges sous prétexte que la couleur de leur peau est la bonne. Donc, tout ça est totalement ridicule. J'imagine quand tu vas parler à tes amis français et tu vas leur parler de la Ville de Montréal, ils vont halluciner. Oh oui, mais ils connaissent l'Union européenne, ils savent ce qu'est devenu le Canada, ils ne doutent pas de la nature de Justin Trudeau. Donc au final, ils se disent qu'on est tous dans la même ch'toute. C'est ça. On est tous des méchants occidentaux. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On peut lire ta chronique aujourd'hui dans le journal. Bonne journée, à demain.